Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Ouverture ce matin de la séance solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a présidé la séance. Thème de cette année, contribution à l'emploi des jeunes, la formation au métier de l'agriculture pour favoriser la création d'emplois. Ce 6 février, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Au Sénégal, Guédiawaye à Dakar a abrité la cérémonie officielle, occasion de souligner que la pratique de l'excision baisse grâce à la sensibilisation menée par l'État et les ONG. Le point dans ce journal. Restriction de la commercialisation de l'oignon importé, ce sera d'ici le 15 février, annonce du ministre en charge du commerce Alioune Sarr, était en tournée dans la vallée du fleuve Sénégal. Désormais, nous vous proposons une rubrique économie tous les jeudis. Pour ce premier numéro, nous nous intéressons aux prêts bancaires. Autant ils sont devenus nécessaires pour beaucoup de travailleurs, autant les taux d'intérêt sont jugés excessifs, ce qui constitue un goulot d'étranglement pour cette forme de financement de projet. Les explications tout à l'heure dans le dossier économique. Je vous signale tout d'abord que le président de la République a quitté Dakar ce matin pour Tunis. Le chef de l'État, le président Macky Sall, va prendre part aux cérémonies marquant la célébration de la nouvelle constitution tunisienne. À son départ de Dakar, il a été salué par le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le chef de l'État a présidé ce matin la séance solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Thème de cette rentrée annuelle, contribution à l'emploi des jeunes, la formation au métier de l'agriculture. Il s'agit de susciter chez les jeunes l'intérêt au métier de l'agriculture pour favoriser la création d'emplois. Pabirem Biguenyaï. L'Académie nationale des sciences et techniques épouse la vision du chef de l'État, celle qui fait de l'agriculture le fer de lance de notre économie. Nos noms ne pouvaient être plus solennels que la rentrée annuelle pour décliner les grands axes de l'implication des scientifiques, dont les politiques de développement du président de la République. Il s'agit désormais d'orienter la formation des jeunes vers les métiers de l'agriculture pour favoriser la création d'emplois. L'Académie nationale des sciences et techniques apporte ainsi des réponses à la lancinante question du chômage des jeunes. La contribution de notre académie vise, dans cette étude, à identifier ces métiers de l'agriculture pour exploiter comment des formations appropriées dans ces différents domaines peuvent contribuer à améliorer l'emploi des jeunes et leur insertion dans la vie active. Afin de relever de façon sensible et durable le niveau de technicité et de professionnalisme des ruraux, une plus grande priorité doit être donnée à leur formation, bien sûr couplée à celle des techniciens et des cadres chargés de les appuyer. Cela appelle la mise en place d'un système ayant une dimension bien plus globale que le système actuel. On passerait ainsi d'un système devant former quelques centaines de diplômés et quelques milliers de producteurs à un système formant des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes par an, en grande majorité de jeunes bien sûr, à l'image des pays émergents qui ont réussi leur révolution verte, l'Inde, la Chine, le Brésil, la Malaisie, pour ne citer que quelques-uns. 65% de la population s'active dans le secteur agricole. Le rapport de l'Académie décrit avec justesse les nouveaux défis. Mécanisation, production et commercialisation avec en toile de fond un focus sur les infrastructures pour faciliter l'accès des produits au marché. Cette année, 47 milliards de francs CFA sont consacrés à l'achat d'une large gamme de matériel agricole. S'y ajoute le soutien de la Banque mondiale qui s'élève à 43 milliards de nos francs. Mais au-delà de cette dimension purement structurelle, le chef de l'État attend des réponses sur la question des OGM pour l'accroissement des rendements, mais aussi la nécessité de rendre attractifs les métiers de l'agriculture à travers une formation de qualité.
nous ne pouvons pas réussir l'agriculture du présent et du futur avec les instruments et méthodes du passé. Nous devons en même temps nous convaincre que l'agriculture n'est pas une affaire de pauvres. Malheureusement, c'est la perception que nous en avons en Afrique. L'agriculteur que celui qui est au bout de la chaîne. L'agriculture doit être vécue et pratiquée comme un métier noble qui nourrit le producteur, lui permet de gagner dignement sa vie et de contribuer au développement économique et social de la nation. C'est dans ce sens qu'il nous faut, sans tarder, susciter la vocation au métier d'agriculture. De toutes nos écoles de formation d'agriculteurs, tous les ingénieurs sortants, aucun n'a formé une entreprise agricole. On ne forme que des fonctionnaires, des gens qui n'attendent d'emploi que de l'État. Donc ça aussi, c'est un nouveau paradigme qu'il faudrait intégrer dans la philosophie de la formation pour susciter et former des entrepreneurs agricoles. Et l'État sera prêt à les accompagner dans cette nouvelle aventure. Pour permettre à l'Académie des sciences de réussir sa mission, le chef de l'État a décidé de doubler en 2015 la subvention annuelle qui était de 100 millions de francs CFA. De plus, le siège actuel de l'Académie nationale des sciences et techniques sera définitivement rétrocédé aux académiciens. Les syndicalistes adhèrent au plan Sénégal émergent. Les centrales syndicales ont pu s'imprégner de ce plan que le Sénégal compte présenter aux bailleurs lors du groupe consultatif de Paris. Les syndicalistes ont rencontré ce matin le ministre du Budget. Le compte rendu est signé Abibou Mbaye. Les syndicalistes sont allés chercher des forces autour d'une pause café pour mieux s'imprégner du plan Sénégal émergent à présenter au groupe consultatif à Paris. Mais on a beau chasser le naturel syndical, il revient au galop de la revendication. Et le ministre du Budget de recadrer le débat dans le contexte d'une présentation d'un plan qui concerne tout le Sénégal et au premier chef les syndicats, car le plan a une vocation de création de richesses et d'emplois. Et en cela, les syndicats y adhèrent pleinement. Nous pouvons dire que les organisations syndicales ont intérêt à accompagner le plan Sénégal émergent compte tenu des objectifs qui se sont fixés pour l'emploi. Le plan Sénégal émergent est un instrument de développement éclairé, mais aussi un instrument de contrôle de l'action gouvernementale par les populations. Au-delà de notre soutien à ce processus, qui, comme vous le savez, met en avant le développement économique du Sénégal pour tendre vers des taux de croissance de l'ordre de 7%, intégrant bien sûr la dimension emploi et la sécurité sociale. En tant que partenaires sociaux, nous ne pouvons que appuyer une telle démarche. Nous y voyons une volonté ferme du gouvernement de booster l'économie du Sénégal. Le rôle de représentant des travailleurs, d'acteurs du dialogue social, positionne les syndicats au cœur de ce plan que le Sénégal veut porter aux bailleurs pour financer son économie sur une durée de 20 ans. Quand vous parlez emploi, vous parlez syndicats. Parce que c'est les syndicats qui représentent les travailleurs, c'est eux qui défendent les intérêts des travailleurs. Mais au-delà de cette fonction de revendication et de contestation, les syndicats sont les acteurs principaux du dialogue social entre l'État et les travailleurs. Et donc toute politique économique qui se veut pertinente doit avoir comme préoccupation la création de richesses et d'emplois. Surtout que nous avons une population essentiellement jeune qui retient notre attention, pour laquelle il faut impérativement trouver des stratégies pour créer plus de richesses, pour créer plus d'emplois. Après la présentation du plan Sénégal émergent dans ses actions prioritaires et l'état d'avancement de la préparation de cette mission conduite par le chef de l'État, les syndicats invités ont pu eux-mêmes constater que le compte à rebours est visible au bas du tableau de présentation de ce plan qui polarise les attentions des économistes. Sur les 12 milliards 500 millions de francs CFA de la BID destinée aux femmes, les Walo ne seront pas en reste. L'assurance est de Anta Sarr, ministre de la Femme, à l'occasion de la fin de sa visite dans le Walo. Dagana et Gaïa ont reçu le ministre qui leur a apporté le soutien du chef de l'État pour le développement agricole à Basso.
Symbole du dynamisme des femmes du Waalo dans les temps, aujourd'hui encore, ces femmes du Waalo ont prouvé qu'elles sont de véritables actrices du développement durable. À ses débuts, son effectif était de 493 membres. Actuellement, il compte plus de 800 membres. Son principal objectif est de promouvoir le développement économique et social de la femme. Depuis son implantation, les femmes n'ont ménagé aucun effort pour sa réussite. Cela leur a valu de bénéficier de programmes de formation sur l'éducation financière auprès de la direction de la microfinance. Vous me donnez encore le courage de toujours travailler et de porter ce lourd fardeau qui est une mission très lourde, mais envers vous et devant vous. Et quand je sens que vous êtes toutes derrière moi, je n'ai plus peur de pouvoir accomplir la mission que le président de la République m'a confiée. Elles ont tenu à travers cette rencontre avec la tutelle montrer le dynamisme du réseau Sigil Jigéenu Dagana. Un projet BID qui a une valeur de 12 milliards 500 millions leur est réservé. Et ce montant pratiquement servira à accompagner le président de la République dans son vœu de faire émerger le Sénégal. Une bonne partie est réservée à ces braves femmes. Et pour mieux jouer leur rôle, ces actifs du développement peuvent compter sur le soutien de Anta Sarr, ministre de la Femme, qui leur a apporté un premier lot de matériel, tout comme les groupements des femmes de Gaïa, une cité religieuse où les femmes s'investissent plus dans l'agriculture pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Les Journées mondiales de la jeunesse, initiative du pape Jean-Paul II, tout est parti d'une célébration à Rome en 1983, d'un week-end des rameaux. Depuis, les JMJ continuent d'être célébrés dans le monde et le Sénégal n'est pas en reste. Revisitons l'historique de ce grand rassemblement de jeunes catholiques à travers le monde avec notre reporter Philomène Constance Diagne. Les Journées mondiales de la jeunesse sont nées à l'instigation du pape Jean-Paul II lors de la naissance proclamée en 1984. L'année suivante, c'est-à-dire 1985, le souverain pontife renouvela son invitation et réunit environ 308 jeunes à Rome. Après cet événement, les JMJ sont institués. En 1987, c'est la première rencontre internationale hors d'Italie en Argentine. Les rencontres qui ont succédé incluent 3 jours de catéchèse avant la célébration solennelle. À partir de 1997, les journées ont connu une évolution significative, conservée jusqu'à nos jours. C'est la mise en place de journées diocésaines et le festival de la jeunesse. Ces rassemblements se sont poursuivis même après la disparition de pape Jean-Paul II. Son successeur, le pape Benoît XVI, continue de perpétuer son œuvre. Il a aussi introduit ses propres innovations avec l'adoration eucharistique, la confession sacramentale de quelques jeunes par lui-même. Au Sénégal, dès 1987, les évêques ont vite encouragé la célébration de ces journées comme fête de la foi et du témoignage. Le dimanche des rameaux a été choisi pour rencontrer les jeunes autour de leur évêque. Le premier rendez-vous a eu lieu en 1996 à Dakar pendant 3 jours. Dès lors, la coordination des laïcs a entrepris d'organiser à intervalles réguliers de 4 ans des JMJ au niveau national. La dernière et 4e édition fut en 2009 à Thiès. 4 années plus tard, c'est au diocèse de Kaolack d'accueillir les JMJ interterritoriales prévues du 7 au 9 février 2014. Ce sera sous le patronage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Journée mondiale de la jeunesse édition 2014 à Kaolack, les préparatifs vont bon train. L'Académie de Kaolack s'est engagée à héberger les quelques 250 000 pèlerins attendus dans la région. Les élèves de la commune ont organisé une journée set-settle pour nettoyer les différents sites. Claire Diop. Kaolack s'apprête à être le lieu de convergence de quelques 25 000 jeunes chrétiens des 7 diocèses du Sénégal et de la sous-région dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse. La commune a fait sa grande toilette JMJ oblige. Le coup de balai est donné par les élèves. Cette journée set-settle a permis de nettoyer les sites d'hébergement choisis pour les pèlerins ainsi que quelques artères de la ville.
Objectif, offrir à tous les jeunes chrétiens attendus un séjour dans des conditions optimales. Au niveau de tout le périmètre communal et au niveau de la région, on avait pu donner des instructions aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, au personnel enseignant, pour qu'ils rencontrent les partenaires de l'école, les associations de parents d'élèves, les élèves, afin qu'aujourd'hui, la matinée du mercredi soit une matinée de 7 heures. Beaucoup de sites d'accueil sont prévus pour les pèlerins. Des dispositions sont prises également pour parer à toute éventualité. On a retenu 5 établissements, dont collège et lycée, et 4 écoles élémentaires. En sus de cela, nous avions dit que le rush de pèlerins pouvait à tout moment se présenter. Et comme mesure préventive, nous avions pris toutes les dispositions pour que le lycée franco-arabe et le nouveau lycée soient apprêtés au cas où la demande serait très forte. L'engagement de l'Académie de Kaolack va plus loin au regard de l'actualité politique et socio-économique qui secoue les pays de la sous-région. L'école se veut un cadre où s'enseigne et se vit la tolérance dans la différence dès le bas âge. Les rapports entre communautés qui présentent des différences ethniques, religieuses ou culturelles, de plus en plus doivent être mieux comprises, mieux appréhendées, et ça dès le bas âge. Donc dans ce domaine, l'école est le meilleur cadre. Les premières délégations sont attendues à Kaolack ce vendredi après-midi. Durant 3 jours, les jeunes devront réfléchir et prier ensemble autour de leurs aspirations profondes. Et demain, nous ferons vivre les différents temps forts de ces IMJ à Kaolack avec nos équipes déplacées à Kaolack. D'ici le 15 février prochain, la commercialisation de l'oignon importé sera soumise à des restrictions. Le mécanisme de régulation est en cours depuis le mois de janvier dernier. L'annonce a été faite par le ministre en charge du commerce. Alioune Sarr vient d'effectuer une tournée dans les zones de production d'oignons et de tomates dans la vallée du fleuve Sénégal, Alassane Diédhiou. Cette visite du ministre en charge du commerce dans la zone de culture de l'oignon et de la tomate de la vallée du fleuve Sénégal fait suite au CRD spécial qui s'est tenu, on se le rappelle, le 29 novembre 2013 à Saint-Louis. Joignant l'acte à la parole, Alioune Sarr s'est rendu dans les exploitations des départements de Podor et d'Agana afin de constater de visu l'état des cultures d'oignons et tomates et partant d'ajuster les mécanismes de régulation des importations par rapport à l'arrivée sur le marché de la production locale. Dans le département de Dagana, le ministre du Commerce a visité des périmètres de l'Aprobad, à Ndiaye, Pont-Gendarme, Tilène, Diabangal et Bokrol. Les membres de cette association d'exploitation du Bas-Delta se disent prêts pour relever les défis de la campagne commerciale. On peut avoir des résultats de 25 à 30 tonnes à l'hectare. Donc, ce qui veut dire qu'en global, on estime ici dans la zone de Bertel plus de 20 000 tonnes. La présence du ministre du Commerce sur le terrain vise à éviter les dysfonctionnements organisationnels notés durant la campagne commerciale précédente. En fait, il s'agit de rassurer les producteurs quant à la volonté du gouvernement de les accompagner dans cette phase. Cette année, la production escomptée aussi bien dans l'oignon que la tomate devrait dépasser celle de la campagne agricole précédente. Rien que pour le Bas-Delta, les surfaces emblavées dépassent les 800 hectares. Dans le Djeri, les exploitations de la pauvre, les producteurs de la vallée de Tchaoulène, Nyandan, s'étendent sur près de 2000 hectares. Ici, la tomate est presque arrivée à maturation et la récolte de l'oignon a bel et bien démarré. Alioune Sarr a pu le constater dans la parcelle d'Amadou Diallo. Toute chose qui confirme si besoin en était que les producteurs sont déjà sur le starting block de la campagne agricole. On est prêt. Notre crainte, c'est au niveau de l'arrêt, mais ce n'est pas au niveau de l'approvisionnement. Pour rappel, c'est ici dans le Djeri que la commercialisation de l'oignon a connu des ratés durant la campagne précédente. Prenant en compte ces dysfonctionnements, le ministre en charge du commerce a réaffirmé sa détermination à y remédier et à accompagner cette filière. Le mois de janvier, par exemple, où nous devions importer 15 000 tonnes, nous avons autorisé 10 000 tonnes. Et donc, cela veut dire simplement clairement que le gouvernement a décidé d'aller vers un niveau de stock le plus bas possible, qui permet quand même d'approvisionner le marché, parce qu'il faut savoir que nous avons toujours deux contraintes. Il faut approvisionner le marché, mais également tenir compte de la production locale qui arrive. Donc cela veut dire simplement que d'ici le 15 février, j'en parlais tout à l'heure au directeur du commerce intérieur, le mécanisme que nous avons mis en place sera maintenu.
Exemple vivant de cette volonté du gouvernement d'accompagner cette filière oignon, la réception du magasin de séchage et de stockage d'oignons de Borkol. Ce magasin moderne, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 21 janvier 2013, a une capacité de près de 100 000 tonnes pour un coût global de 103 millions de francs CFA financé par l'Union européenne dans le cadre du programme de renforcement et développement des capacités commerciales PRDCC. Célébration de la journée internationale tolérance zéro excision à Guédiawaye. Elle rentre dans le cadre de la lutte pour l'éradication des mutilations génitales féminines. Le ministre de la Femme a présidé cette 10e édition dont le thème est « Synergie des actions par les gouvernements, la communauté internationale et la société civile afin d'accéder à la réalisation de tolérance zéro des mutilations génitales féminines » et de Fall. À l'abandon de l'excision. Réponse apportée lors de cette journée tolérance zéro par la communauté des femmes à la tête de laquelle les premiers concernés. Les enfants ont terminé leur randonnée pédestre de protestation contre les mutilations génitales féminines par ce mémorandum. Nous, jeunes du Sénégal, aux côtés de notre gouvernement, de la communauté internationale et de la société civile, agissons pour l'élimination des pratiques nuisibles, l'éradication de toute forme de violence contre les filles et les femmes. Nous condamnons ces pratiques et promettons à lutter contre l'imputation. Interdite au Sénégal depuis 1999, la pratique de l'excision connaît aujourd'hui quelques poches de résistance malgré la déclaration d'abandon de 5822 communautés. Pour venir à bout de ce fléau, la mobilisation de tous les acteurs, y compris les victimes, est vivement souhaitée. J'ai compris dès l'école élémentaire que j'étais différente de mes petites camarades de classe car j'ai été mutilée. Traumatisée en sachant que dès l'âge très jeune, par le biais d'un marabout très connu dans ce pays, qu'il n'y a nulle part où on a écrit dans le Coran que les filles doivent être excisées. Depuis lors, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour convaincre les gens de ma communauté. Afin de préserver la santé, notamment celle de la reproduction chez les femmes, le Sénégal a mis en œuvre un plan d'action national pour l'accélération de l'abandon. À ce titre, l'État a mis en place des mécanismes de protection et d'assistance aux enfants et aux femmes afin de les prémunir de tous les dangers pour leur santé, voire préserver leur vie dans le respect de leur culture et tradition. 2017 constitue la date butoir que le pays s'est fixée pour l'éradication totale du phénomène. En attendant, des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations les plus réfractaires vont se poursuivre, avec cette fois une plus grande implication des autorités coutumières et religieuses. Aujourd'hui, 6 février est donc célébré la journée mondiale contre les mutilations génitales comme l'excision. Dans le monde, près de 140 millions de femmes ont subi la pratique. Au Sénégal, on estime que 26% des femmes vont subir le même sort. Le constat est que l'excision baisse petit à petit grâce surtout au travail des ONG et de l'État. Le plan national pour l'accélération de l'abandon de l'excision créé à cet effet est sur la bonne voie, nous dit Hamidou Diop. L'excision, selon les médecins, est un mal qui perdure. Les statistiques renseignent que 3 millions de femmes et de filles dans le monde subissent chaque année des mutilations génitales féminines. Une pratique qui détériore leur santé et bafoue leur dignité. Nous avons 4 types. Le type 1 qui consiste à une clitoridectomie simple. Le type 2 qui consiste à une ablation des petites lèvres de la vulve. Le type 3 qui consiste à l'ablation des petites lèvres, plus ou moins des grandes lèvres de la vulve. Et le type 4 qui est beaucoup plus grave, qui consiste à non seulement enlever cette partie génitale externe de la femme, mais aussi à la suturer, ce qui ferme complètement l'orifice vaginal. Au Sénégal, la dernière enquête démographique sur la santé montre que 26% des femmes ont subi l'excision, alors qu'en 2005, le taux était de 28%, une baisse de 2% qui confirme que la pratique est bien réelle, pratique dont les conséquences sur la santé de la femme sont désastreuses. Les conséquences de cette pratique sont très très graves, allant de la mort par hémorragie, ou bien par infection grave, notamment les infections à type de septicémie, le tétanos, ou bien des infections qui sont beaucoup plus latentes, notamment les
infections génitales chroniques qui peuvent à la longue entraîner chez la femme des synéchies, des obstructions tubaires et voilà, être la conséquence d'infertilité chez les femmes. Aujourd'hui, avec les activités de sensibilisation menées surtout par les ONG, près de 5800 communautés ont fait des déclarations publiques d'abandon, mais des efforts restent encore à faire, d'autant plus que le plan national pour l'accélération de l'abandon de l'excision vise l'élimination de la pratique d'ici 2015. Cela fait plus d'une semaine que les médecins de l'hôpital Abass Ndao sont en mouvement d'arrêt de travail. La cause de la grève est le retard de leur salaire du mois de novembre et de décembre. Pour cela, la rédaction du journal télévisé s'est intéressée à la question. Aïssatou Diop Tall. C'est en 2003 que l'hôpital Abass Ndao a été érigé en établissement de santé publique. Depuis, il ne cesse d'enregistrer des mouvements d'arrêt de travail. Voilà près d'une semaine que la structure sanitaire se retrouve dans la même situation. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir qui s'affiche. Le dénouement de ce mouvement est imminent. Alors nous attendons juste l'effectivité du virement des salaires qui est en principe prévu pour aujourd'hui pour pouvoir suspendre notre mot d'ordre de grève. Présentement, au moment où nous parlons, pour ce qui est des salaires, que l'ACP est en train de décaisser pour payer les salaires, les arriérés de salaire. Et pour ce qui concerne le travail, peut-être la situation sera décantée. Le budget de l'hôpital avoisine les 3 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute l'appui de l'État estimé à plus de 700 millions de francs CFA, sans oublier l'enveloppe de 200 millions de francs donnée par la mairie de Dakar à titre de subvention. Malgré tout, il y a des difficultés. L'hôpital Abass Ndao est un établissement plus de niveau 3, considéré comme une entreprise qui a des recettes et qui a des dépenses. Les charges de Abass Ndao, je veux dire les dépenses de Abass Ndao, sont largement supérieures à nos recettes. C'est-à-dire quand je dis recettes, je parle de recettes plus subventions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Abass Ndao a répondu de trésorerie. C'est-à-dire, Abass Ndao n'arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis de son personnel et vis-à-vis des fournisseurs. Pour une meilleure gestion de cet établissement public de santé, des solutions ont été proposées. À la place de recrutement, on peut prendre des vacataires. Parce qu'un vacataire, quand on le prend, il a un forfait qu'on lui donne mensuellement. Contrairement à un recrue qui coûte très cher. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, si on veut résoudre des problèmes à l'interne, il faut d'abord réduire nos charges. L'arrêt de travail des médecins du centre hospitalier Abass Ndao a été entamé il y a plus d'une semaine. La reprise est annoncée pour bientôt. Une issue heureuse obtenue grâce à l'intervention de l'État et de la mairie de Dakar. La mesure sur la baisse des prix du loyer est effective depuis quelques jours. Comment se matérialise-t-elle sur le terrain? Le numéro vert mis en place par le ministère du Commerce reçoit près de 250 appels par jour. Locataires et bailleurs appellent soit pour se renseigner ou pour se plaindre. Zoom sur cette nouvelle donne avec notre reporter Oreille Thiam. Dans cet immeuble de la Médina, c'est la sonnerie du téléphone qui attire toutes les attentions. Ici, c'est presque un appel toutes les 10 secondes parce qu'on est au niveau du centre d'appel de la direction régionale du commerce. Et ici, depuis la mise en œuvre de la baisse des prix du loyer, le standard ne cesse d'exploser. Depuis le 27 janvier, nous en sommes à 1286 appels. Et sur ces 1286 appels, les locataires constituent le gros du lot. Ils ont 1151 appels qui ont été faits par les locataires et les bailleurs sont au nombre de 130. La baisse des prix du loyer est effective et les locataires qui ont eu déjà à en bénéficier ne cachent pas leur immense joie. Parce que après am benn problème moom itam amul benn problème te dëkkuwaay bi aussi dëkkuwaay bu yàgg la bu mu déggee affaire bi moom si boppam moo ñëw ne ñu wàññi nañu te naa leen wàññi. Non mais ça nous arrange parfaitement parce que imagine-toi on économise 16 000 et quelques quoi le prix d'un sac de riz. C'est très bon. Là moi trop bon d'ailleurs. En tout cas on vous remercie. Là, c'est cool. Et puisque les arriérés
ne seront presque plus tolérés, les bailleurs prennent les choses avec philosophie et finissent même par y trouver leur compte. Tout est bien qui finit bien, selon eux. Présentement, on applique la baisse. Mais des fois, ça arrive qu'il y ait des problèmes. En tout cas, on essaie de négocier, de parler avec les locataires. Mais mes locataires ne sont pas mes ennemis. C'est mes frères, c'est mes pères, c'est mes mères, c'est mes sœurs. Moi, c'est ce que je fais. Parce que même si moi, si je suis bailleur, il y a mes sœurs, il y a mes petites sœurs qui est en location. Il y a mes, comment dirais-je, mes amis qui sont en location. Il y a d'autres. Donc je crois que cette loi-là, ça arrange tout le monde. Certaines incompréhensions persistent encore, soit par rapport au barème appliqué ou à la date d'application de cette mesure. Le service régional du commerce est sur le terrain pour veiller à l'application stricte de cette loi et les bailleurs réticents reçoivent même des convocations en bonne et due forme. Les locataires ont très tôt sorti la calculette depuis l'annonce de cette mesure pour mieux en profiter, une mesure qui fait baisser les loyers de 29, 14 ou 4% selon les catégories, une grosse bouffée d'oxygène pour le panier de la ménagère. Vous aurez reçu un mail d'un ami qui a besoin d'une aide d'urgence ou un appel d'un opérateur de téléphonie offrant des bonus crédits à ses clients. Faites attention, très attention, c'est de l'arnaque. Il s'agit de quelques formes de cybercriminalité, des actes criminels qui méritent d'être portés à la connaissance de tout le monde, nous dit Ndaya Dadja. Le message envoyé est souvent troublant. Vous connaissez un tel, il est à Abidjan, il a besoin de, il est coincé à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez pas lui avancer 300 000 francs? J'ai vu ça. Et c'est pas vrai, la personne était à Dakar. Si vous recevez des messages de ce genre, c'est que le compte de l'émetteur est probablement piraté. Les cybercriminels se saisissent de cette adresse de messagerie, exploitent les données ou s'en servent pour obtenir quelque chose en retour. Et sa salle en a fait les frais. C'est de ce message qu'il a reçu que tout est parti. Je ne pense pas avoir cliqué sur le mail, mais peut-être que je l'ai fait sans m'en rendre compte. Et le lendemain matin, je crois une semaine plus tard, on m'a réveillé le matin pour me dire que votre compte un ami m'a appelé le matin pour me dire que votre compte a été piraté. Et automatiquement, j'ai reçu pratiquement des centaines d'appels d'amis un peu partout dans le monde. Une autre forme de piraterie consiste à demander des services en échange d'une somme d'argent consistante. À travers Facebook, j'ai eu à rencontrer une histoire similaire d'une femme qui était en Angleterre, qui me disait qu'elle avait envoyé des bagages au Bénin, un ordinateur, une carte bleue, beaucoup de matériel quoi. Elle me disait que je peux vous le donner à condition que vous m'aidez au rapatriement des bagages via l'Angleterre. Mais quand j'ai fait des investigations, comme moi je suis un peu têtu, quand j'ai fait des investigations dans Internet, j'ai vu que le nom Top Bénin, il y a des gens qui ont dit que c'est une arnaque. Ils te disent ça pour que tu leur envoies de l'argent. Et que dire alors de ces personnes qui gagnent à la loterie sans avoir jamais souscrit? Aujourd'hui, beaucoup découvrent la supercherie, mais les cybercriminels ingénieux investissent d'autres secteurs. Naïvement, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui me demandait, qui m'annonçait, n'est-ce pas, une promotion assez intéressante. Je ne sais pas, appel illimité, international et tout ça, pour la modique somme de 10 000 francs. Il m'a donné des chiffres à faire. Il m'a donné des chiffres que j'ai enregistrés naïvement. Il m'a dit, bon, appuyez sur telle touche, j'ai appuyé. Bon, il m'a dit, maintenant, ça y est, vous avez gagné votre bonus. Au revoir, monsieur. C'est après coup que j'ai réfléchi, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas bien. Cette situation s'explique par le boom de la téléphonie mobile au Sénégal. Avec le développement des moyens de communication, la cybercriminalité prend de l'ampleur. Il faut vous donner les moyens de vous protéger vous-même, de protéger votre ordinateur et de vous familiariser sur certains signes révélateurs, comme les promesses d'argent qui sont trop belles pour être vraies, et surtout des menaces de fermeture de compte et des messages alarmistes. Pour le chef de l'État, il est impératif de protéger la vie privée des Sénégalais dans un contexte de développement
paiement rapide des TIC. Faites donc très attention, la cybercriminalité, une nouvelle forme de criminalité. À présent, nous abordons la nouvelle rubrique économique que nous vous proposons tous les jeudis. Autant ils sont devenus incontournables, autant ils grèvent considérablement les salaires de beaucoup de Sénégalais. Nous parlons des prêts bancaires qui sont ainsi perçus par beaucoup d'usagers des banques. Ils jugent les taux d'intérêt excessifs, parfois même prohibitifs. Qu'en disent des banques, l'État et les autorités monétaires? Quelle solution finalement à ce problème? Aram Ndao pose le départ dans le dossier économique. Maison, voiture, équipement, c'est entre autres ce qui fait courir les salariés. Leur course effrénée s'arrête net devant les banques. Seul recours, elles ont ce qu'il faut, de l'argent à prêter, mais à quel prix? On ne sent pas une humanité dans les pratiques bancaires au Sénégal. Donc c'est très difficile. Parfois, on a même envie de racheter son prêt et il y a des difficultés. C'est insoutenable. Pour ce qui me concerne, j'ai eu quand même à contracter un prêt de près de 2,5 millions et je me suis retrouvé avec un remboursement de 3,5 millions. Ils les ont tous en travers de la gorge, ces prêts bancaires dont les taux sont jugés beaucoup trop élevés. Famara Ibrahim Sissé se bat contre depuis des années. Il dirige l'association des clients et sociétaires des institutions financières que des complaintes quotidiennes. Cet argent, la banque l'achète quelque part à un taux moindre de 2,5%, 3%. C'est inadmissible qu'au moment de la revente, qu'elle revende cet argent à des taux exorbitants de 12%, 14%, 16%. Elles sont au moins 3, ces associations qui portent le combat contre les services bancaires onéreux. Les usagers n'ont pas une idée de combien va leur coûter le prêt bancaire. On vous dit un taux de 7%. Ce n'est pas 7%, ça dépend de la durée du prêt. Si vous avez un prêt, si vous demandez un prêt de 10 ans, donc c'est 7% par an pendant 10 ans. Ça fait 70%. On va vers un affaiblissement en fait des populations. Il y a à peine un an, un invité de marque se joignait au combat. Monsieur, nous partageons ce constat que les taux d'intérêt sont anormalement élevés en Afrique. C'était en novembre 2012, lors du cinquantenaire de la BCEAO. La voix du président se faisait l'écho d'une clameur forte et unanime. Les regards pleins d'espoir se tournent de nouveau vers les banques qui, elles, évoquent une baisse tendancielle ces dernières années. Et même si on le juge par rapport au dernier rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le taux du Sénégal est à 6,19, comparé à la Côte d'Ivoire 7,59, au Niger 10,62 par exemple. C'est à croire que cette baisse n'est pas ressentie par le plus grand nombre. Les usagers des banques ne ratent jamais l'occasion de soulever une liste de griefs. Pour entrer dans l'institution financière, le terrain est balisé, mais dès lors que vous émettez le vœu de quitter l'institution financière, elle vous crée tous les problèmes du monde et vous demande de payer une coquette somme de 140 à 150 000 francs. Je me demande comment un fonctionnaire qui ne peut pas joindre les deux bouts pourrait-il d'un seul coup débourser une somme donc de 150 000 francs. Qui, pour résoudre la situation, la Banque centrale est le plus souvent interpellée. Seulement, elle a libéralisé l'activité bancaire depuis les années 90. Fixer un taux d'usure et baisser les taux directeurs sont presque ses seules marges de manœuvre. Le mécanisme est triple. Le taux directeur essaie d'influencer le coût de refinancement des ressources que les banques viennent chercher auprès de la Banque centrale et les banques ensuite vont répercuter ce coût sur les taux débiteurs, les taux effectivement appliqués à la clientèle. Depuis des années, ces taux directeurs en question baissent, mais sans répercussion efficace sur le loyer de l'argent. Insuffisance d'un système ou sur liquidité des banques. L'impact de la baisse des taux directeurs concerne en général les crédits à court terme et nous on finance le logement, donc c'est plutôt
les coûts de ressources à long et moyen terme qui conditionnent les financements qu'on accorde. Il y a un caractère immédiat, encore que il faut que le pourcentage des montants empruntés puisse être élevé. Aujourd'hui, la Banque centrale refinance pour à peu près un peu plus de 1000 milliards, mais c'est toute la sous-région. Il y a plus de 100 banques. Donc, quelque part, ça fait en moyenne 10 milliards par banque. 10 milliards de refinancement, vous voyez que ça ne pèse absolument rien. Il va falloir chercher ailleurs la solution. Des idées de pistes ne manquent pas. L'État peut négocier des ressources concessionnelles, des lignes de garantie pour refinancer les banques ou bien des lignes de crédit carrément qui permettent donc de pouvoir donner du crédit à des taux quand même qui sont moindres que ceux qui sont pratiqués. C'est un problème d'environnement global, ce n'est pas un problème particulier aux banques. C'est quel est le système, l'environnement global, qu'il soit administratif, juridique ou fiscal, qu'on doit mettre ensemble pour pouvoir financer l'économie. C'est ça le véritable problème. Les particuliers restent suspendus aux lèvres des autorités, des banques et de la BCEAO pour une issue favorable à leur requête. Acheter à 2,5%, vendre à 5%. C'est ce que nous disons. La Banque de l'Habitat a déjà reçu des autorités l'instruction de mieux soutenir les Sénégalais dans leur projet d'acquisition de toits. Reste à voir comment amener les autres banques à suivre. Les prêts bancaires, premier numéro des dossiers économiques que nous vous proposons tous les jeudis. Le directeur général de la CBAO en tournée dans le sud-est du pays, notamment à Tamba et Kédougou. L'objectif est d'avoir un aperçu du service rendu aux populations et de renforcer l'offre de services justement pour en faciliter l'accès aux citoyens de cette partie du pays. Tchoradien. Dans sa politique pour la mise en place de structures bancaires dans toutes les localités du pays, le DG de la CBAO est en visite dans la partie sud, sud-est et nord du pays. Abdelkrim Rahmi a visité Kédougou et a passé plusieurs heures à Sabadola. La situation, c'est qu'aujourd'hui, on a une agence qui est installée et qui rayonne aussi bien sur la mine et les employés de la mine qu'au niveau des villages avoisinants. C'est une agence qui a pour objectif de répondre aux besoins financiers des employés et aussi pour implanter l'activité bancaire dans la région. La CBAO est présente à Bakel, à Kidira, à Kédougou pour encore mieux ancrer cette banque-là dans le tissu régional de Tambacounda. Pour la journée réservée à Tambacounda, le calendrier était chargé. Rencontre avec les autorités locales et partenaires. Visite de l'usine de la Sodefitex. La CBAO est au niveau de la Sodefitex. C'est un grand honneur pour nous de recevoir un partenaire privilégié qui, non seulement mais également dans le cadre du financement de la commercialisation, participe au premier plan. Pour un bilan à mi-parcours de la tournée, un point de presse a été organisé au niveau de l'une des agences de Tambacounda. La concentration à Dakar, c'est une chose tout à fait naturelle. Mais cette concentration ne doit pas voiler la richesse du pays et le potentiel du pays. Le Sénégal est un tout. Il n'y a pas de Sénégal utile et de Sénégal inutile. Tout mètre carré du Sénégal doit être exploité par ces femmes et ces hommes pour pouvoir créer de la richesse. Après Kédougou et Tamba, la délégation va se rendre à Kolda et Ourossogui. Pendant ces 4 jours de visite, le DG de la CBAO et sa délégation vont enregistrer les doléances côté clientèle, mais aussi les conditions de travail des agents dans ces coins les plus reculés du pays. Une fois à Dakar, des projets seront ficelés pour améliorer la qualité des services et les conditions de travail des agents. Cérémonie d'inauguration de l'agence de la Caisse de sécurité sociale de Matam. L'infrastructure vient satisfaire une très vieille doléance des populations de la 11e région du Sénégal, compte rendu par Bouna Diaw. C'est une grosse épine enlevée du pied des populations de Matam qui étaient obligées d'effectuer de longues distances pour pouvoir percevoir leurs prestations sociales. Désormais, la Caisse de sécurité sociale est à leur porte. Vous voyez ici de réparer une injustice. Car Matam, à l'instar des autres régions, doit être doté de services et institutions comme la vôtre, contribuant à son développement économique et social. Soyez en remerciés. L'agence répond
à une vieille doléance des populations de Matam, elle illustre aussi la politique de décentralisation de l'institution. Cette volonté vient aujourd'hui accompagner, mais surtout traduit notre engagement, c'est-à-dire celui que notre conseil d'administration, à travers son président, M. Mounza Hassinsi, donc avait pris pour décentraliser les activités de la caisse de sécurité sociale au niveau de Matam. Mais surtout aussi offrir un plateau complet de prestations et de services de la caisse de sécurité sociale pour d'abord les employeurs, les allocataires, mais surtout les familles, n'est-ce pas, qui sont au niveau de cette localité. Nous avons une mission de service public. Et cette fois-ci, on n'a pas mis en avant la rentabilité de l'agence. Ce qui a été mis en avant, c'est cette mission de service public et cette obligation de mettre dans toutes les régions administratives les services de la caisse de sécurité sociale. 119 employeurs actifs, 442 allocataires, 982 dossiers d'émigrés et 1601 enfants sont déjà couverts par la nouvelle agence. La caisse de sécurité sociale de Matam va aussi abriter les bureaux de l'IPRES. Aujourd'hui, c'est vrai, en attendant la mise en place qui ne saurait tarder, on inaugure l'agence de la caisse, mais je peux vous dire également que ça abritera également les services, n'est-ce pas, décentralisés de l'institution de province retraite du Sénégal. C'est pour vous dire qu'une vieille doléance donc, des populations de Matam est satisfaite. Et je crois que le gouverneur de région l'a dit au nom du président de la République. Je pense que les populations, je dis encore une fois, ont manifesté par leur mobilisation et par la qualité de leur accueil véritablement leur satisfaction pour le travail ainsi accompli et qui est véritablement une révolution dans nos institutions parce que ça permet d'épouser en tout cas la géographie de nos régions en tout cas et surtout de permettre de rapprocher nos services des usagers et je crois que ça c'est un impératif économique quand on sait l'importance que cela revêt pour, n'est-ce pas, l'activité économique dans notre pays. À Matam, les populations ont dansé, elles ont exulté pour accueillir à bras ouverts ce bijou. L'agence va fortement améliorer la protection sociale dans une région qui en avait tant besoin. Actualité hors du Sénégal. Au Niger, les populations sont sorties massivement pour protester contre la société Areva qui exploite l'uranium. Les Nigériens veulent une application immédiate du nouveau code minier qui devra permettre au Niger de tirer profit de l'exploitation de l'uranium. Des centaines de personnes rassemblées place de la concertation à Niamey. Autour de leur cou ou sur leur tête, des foulards de couleur jaune, la couleur du yellow cake, la poudre d'uranium extraite dans les mines d'Areva dans le nord du Niger. C'est en l'espace d'un mois le deuxième rassemblement contre le géant du nucléaire français. Les protestataires demandent l'application pure et simple du code minier adopté en 2006. Nous demandons que l'État nigérien applique cette loi sur Areva. Areva dit net que le prix de l'uranium a baissé. Mais Areva a oublié que pendant plusieurs années, elle a exploité l'uranium nigérien qu'elle payait à vil prix. Noël Mamère qualifie de choquante l'attitude de la société Areva vis-à-vis de l'État du Niger. Le député écologiste parle même de comportement au parfum colonial. Choquant. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers dans les indices de développement. Le gouvernement français, pour sa part, juge légitime les demandes des Nigériens. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour faire réussir les négociations en cours entre la société Areva et l'État du Niger. Ce gouvernement souhaite que le nouvel équilibre qui sera trouvé soit compatible avec le développement du Niger, qui est conforme à notre intérêt. L'entreprise Areva a repris samedi l'exploitation des 2 mines dont les contrats doivent être renouvelés. Si à l'issue des discussions, le gouvernement du Niger parvient à faire plier le géant du nucléaire français, le taux de redevance minière de l'État nigérien passera à 12% de la valeur des ressources extraites contre 5,5% actuellement. Au Sénégal, les rideaux sont tombés sur l'édition 2014 de la Ziara dédiée à Cheikh Moussa Kamara. L'érudit de Ganguel, les autorités ont répondu à l'appel et c'est l'adjoint au gouverneur de Matam qui a présidé la cérémonie officielle, Mamadou Samambo. Fin ce mercredi à Ganguel de l'édition 2014 de la Ziara de Cheikh Moussa Kamara.
Thème phare de l'événement, le dialogue islamo-chrétien. Je pense que c'est un thème d'actualité, faire comprendre à la population qu'avec Cheikh Moussa Camara, le dialogue interreligieux a été bien débattu avant même les temps modernes. Cette fois et encore, la famille de Cheikh Moussa Camara a manifesté toute son inquiétude quant à la conservation des écrits du savant et saint homme. Soyez notre MP auprès du président de la République, auprès du Premier ministre Aminata Touré, auprès de son gouvernement, pour que justement ces manuscrits soient sauvés. Je rendais compte fidèlement à la doléance avec laquelle le porte-parole nous a saisis pour faire comprendre aux autorités de la République qu'effectivement qu'il est urgent que des dispositions soient prises pour conserver ces œuvres. Pour le calife, l'État aidera ainsi à conserver, vulgariser et promouvoir un patrimoine éminemment national. Thierno Bassirou Camara de prier pour l'accomplissement de cette œuvre et pour la paix et la stabilité nationale. Escrime, la Coupe du monde de sabre dames s'ouvre ce vendredi à Dakar. 24 nations vont prendre part à cette prestigieuse compétition. Parmi elles, la France, l'Italie, la Corée. Du côté du Sénégal, l'objectif c'est de franchir le premier tour. Les Lions ont livré ce matin leur dernière séance d'entraînement sous les yeux de Koumba Diakhatemar. L'équipe nationale de sabre débarque dans un endroit inhabituel. Bienvenue au Grand Théâtre où va se tenir la Coupe du monde de sabre dames. L'entraînement de ce matin est tout d'abord une séance de prise de contact avec cette nouvelle piste. Leur faire un peu goûter la piste comme on dit, donc qu'elles prennent un peu de repères avec quelques exercices juste légèrement. Pas de charge lourde pour cette ultime séance. L'heure est au dernier réglage en cette veille de compétition. Ça peut être des fautes remarquées quand on essaie de corriger ou des acquis qu'on veut attribuer, des techniques qu'on veut attribuer à l'athlète. Mais à ce stade-là, la veille de la compétition, c'est plutôt essayer de la rassurer par rapport à des actions qu'elle sait déjà faire. Donc répéter ça pour qu'elle soit sûre, elle se rassure que oui, elle peut encore les refaire. Cette prise de contact avec la piste a permis à l'équipe nationale de faire d'une pierre deux coups. Les Sénégalais ont profité de la présence de l'équipe du Kazakhstan pour se mesurer à elle. Ça va me servir de leçon avant la compétition pour voir mes failles et pour pouvoir les rectifier durant le petit temps que j'ai pour l'instant. À moins de 24 heures du coup d'envoi des épreuves, l'objectif reste le même, figurer parmi les 60 premières équipes du monde. On y croit toujours que si on peut aussi aller beaucoup plus loin, quoi. On est bien concentré, bien relâché. Celles qui pourront accéder au tableau de 64 serait déjà un grand exploit, donc on s'en tient à ça. Et si une fait mieux que ça encore, donc bravo. Parce que c'est pas facile, je sais déjà que c'est pas facile. Concentration maximum dans la tanière. Les Lions du sabre vont découvrir la Coupe du monde à partir de ce vendredi et elles sont déjà en position de garde, prêtes à rugir. Cérémonie d'inauguration du terrain de Cécifoot de l'Institut national de formation des jeunes aveugles du Sénégal, INEFJA. Le Cécifoot, un handisport pour les personnes en situation de déficience visuelle, un sport paralympique. Depuis 2004, les pensionnaires de l'Institut ont profité de l'inauguration pour disputer un match de football. La cérémonie d'inauguration du terrain et de la salle cyclomotrice s'est déroulée hier à Thiès, à Abdelaziz Ban. Le ruban coupé par les autorités, les pensionnaires de l'Institut national de formation des jeunes aveugles de Thiès peuvent fouler la pelouse du terrain et place au Cécifoot. Un des sports pratiqués par des déficients visuels. C'est un sport qui est maintenant un sport paralympique qui se joue avec 4 joueurs de champ qui sont déficients visuels, un keeper qui est bien voyant. Le goal est de 2 mètres sur 3. Le keeper ne peut sortir que dans une zone de 2 mètres, sinon il y a pénalty. Les joueurs se déplacent sur le terrain en disant voy, ce qui veut dire je vais, de manière à ce qu'on évite les collisions et les blessures. Contrairement au football, le tacle est interdit et il n'y a pas de hors-jeu parce qu'ils ne peuvent pas savoir évidemment quand il y a hors-jeu. Le ballon est sonore et les joueurs se déplacent sur le terrain aussi à l'aide de guides.
Il y a un guide pour le milieu de terrain, le keeper qui sert de guide de la défense et derrière le goal, il y a un coach de l'attaque qui permet aux attaquants de savoir se situer, s'ils doivent passer, s'ils doivent shooter et à quelle distance du goal ils se trouvent. C'est un rêve qui s'est réalisé et ce qu'on a depuis qu'on était petit, on a imaginé avoir comme ce terrain-là, donc alhamdoulilah. Si je voyais, je voulais être quand même comme Drogba, donc je l'adore. Ensuite j'ai une grosse tête, je pourrais marquer des buts comme ça, comme lui. Dans cette rencontre, l'équipe dite les Cannes Blanches affronte New Team. Après 20 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, un but partout, grâce à ces deux pénaltys. Ce projet, longtemps désiré dans cet institut, vient combler un manque. On en avait réellement besoin. On ne peut pas quand même parler selon la formule qui est d'usage, un corps sain, un esprit sain pardon, dans un corps sain, sans penser à développer quand même la partie physique et sportive chez un éduqué. Et à plus forte raison maintenant les jeunes aveugles que nous avons ici. Au-delà de ce terrain, la salle cyclomotrice a aussi été inaugurée, ce qui fait de l'INEFJA un centre de référence interdisciplinaire. La psychomotricité, la kinésithérapie, les cécifoot, les vélotandem, c'est vraiment un accompagnement et ils ont droit à ça, ces enfants. Il faut prendre les mesures idoines pour faire en sorte que ces installations soient d'abord utilisées à bon escient, mais ensuite que ça soit des installations bien entretenues. La cérémonie d'inauguration a permis aux artistes de Thiès, mais aussi aux pensionnaires de l'INEFJA, de joindre l'utile à l'agréable. Des handicapés visuels qui jouent bien au football, pour les voir, il faut aller à l'INEFJA, c'est un peu à la sortie de Thiès, direction Tivaouane. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis, bonsoir.